Bonjour, ici Lina Mselem, je suis heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous en français. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être en compagnie de Gérard Bérébi, qui dirige les éditions Alia à Paris. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, je suis d'autant plus heureuse de parler avec vous que je vous connais depuis longtemps, depuis très longtemps, je travaille avec vous depuis longtemps. Vous avez publié plusieurs traductions que j'ai faites et puis un roman aussi. Et dans tout cet itinéraire, dans toutes ces années de travail en commun, je crois qu'on n'a jamais parlé du judaïsme. Je n'en ai pas le souvenir et en même temps j'ai l'impression que sans en parler c'est une chose naturelle et extrêmement présente entre nous. Oui. Mais disons qu'on n'a jamais abordé le problème frontalement et on n'est jamais rentré dans le détail de ce type de discussion. Non, c'est vrai. Alors je voulais profiter de cette émission pour vous parler, pas de votre judaïsme quotidien, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais de la place du judaïsme dans le catalogue de la bibliothèque Alia. Je vous répondrai peut-être de manière détournée, c'est-à-dire ne pas faire l'apologie d'une partie de mon catalogue qui traite de la question du judaïsme. Il y a un certain nombre de livres qui tournent autour de cette question, mais j'ai le sentiment ancré en moi que le fait d'être éditeur et de publier des livres a un lien direct avec mes origines juives, en ce sens où j'ai le sentiment d'avoir porté et de porter encore en moi inconsciemment ce besoin de transmission, de communication, et je n'ai pas trouvé d'autre moyen à ce jour que de passer par le livre. Et le livre à l'origine ayant une dimension sacrée, c'est en ce sens que je vois un rapport direct entre l'énergie que je déploie pour créer ces ouvrages et assurer cette politique éditoriale dans un lien direct avec le livre sacré, c'est-à-dire tout adolescent, je pensais que le livre était sacré, que le livre était pure vérité, qu'il n'était pas pensable de mentir dans un livre. Et depuis, j'ai bien appris et j'ai vu qu'on pouvait largement mentir, inventer et trafiquer et manipuler la réalité et l'histoire avec les livres. Mais dans mon inconscient adolescent, j'ai toujours eu ce sentiment et c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis tourné vers ça. Donc c'était dans votre travail d'éditeur, vous avez voulu donc montrer une vérité dans les livres que vous avez publiés. C'est le sentiment que j'ai. C'est le sentiment que j'ai, c'est-à-dire à travers différentes manières d'aborder un problème, que ce soit dans une thématique ou dans une discipline. J'ai le sentiment qu'en fait on tourne toujours autour de la même chose et de la même question, c'est-à-dire qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sont des questions fondamentales et éculées, qui ont été traitées un nombre incalculable de fois dans le passé et encore dans le présent. Et s'il y a des individus qui ressentent le besoin de perpétuer ce questionnement et de tenter d'y apporter des réponses, c'est que c'est peut-être le seul questionnement humain qui vaille et qui ait du sens. Donc c'est absolument fondamental. Je voulais préciser aussi à nos auditeurs que les éditions Alia, ça s'écrit A-2-L-I-A et pas Alia comme le retour vers oui, là Israël. Il y a une petite confusion un petit peu amusante, c'est que pour être tout à fait franc, à l'origine, le choix du nom de la maison vient d'une marque de sanitaire, de toilette française qui s'appelle Alia, A2LIA, et je trouvais amusant le clin d'œil à cela, notamment à l'œuvre de Marcel Duchamp du Riz Noir,
Et c'est seulement après et de manière concomitante qu'il y a eu un certain nombre de sens, dont l'Aliyah au sens juif du terme, c'est-à-dire ce qu'on appelle la montée vers la Terre Sainte. Et je trouve que ça n'est pas gratuit, ça n'est pas un hasard, mais ça n'était pas ma volonté première, mais j'assume complètement les différentes significations que l'on peut donner dans différentes langues au mot Aliyah. Oui, oui, dans différentes langues, comme en latin. En latin, ça veut dire les autres choses. Il y a un fleuve en Italie, une rivière qui s'appelle Alia, il y a différents sens. Et moi, je les assume tous, mais au départ, c'était plutôt un clin d'œil amusant et un peu provocateur. Mais quand on me demande si, parce qu'on sait que je suis juif, et si ce n'est pas délibérément que j'ai appelé ma maison Alia par rapport à l'Alia du peuple juif, non, je ne l'ai pas choisi pour cela. Mais j'avais conscience que ça avait ce sens-là aussi, et je l'assume complètement. Et puis je pense, si vous me permettez d'ajouter cela, c'est-à-dire que pour moi, la question d'être ou de ne pas être juif ne s'est jamais posée en quelque sorte. Et quand je dis elle ne s'est jamais posée, c'est-à-dire de tout temps, c'est-à-dire de toute ma vie, aux différentes époques de ma vie, c'était une évidence et je n'avais pas besoin de revendiquer quoi que ce soit, de tenter de gommer quoi que ce soit ou de me chercher des origines obscures. Je suis juif parce que mes parents l'étaient, mes grands-parents l'étaient, je ne suis pas remonté dans mon arbre généalogique, mais j'ai le sentiment que c'est une chose évidente, acquise et naturelle, et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal, mais je comprends la démarche, avec tout un tas de gens aujourd'hui qui se questionnent, qui s'interrogent sur leur judéité, qu'ils ont abandonné ou que leurs parents ont parti abandonner, tentent de revenir aux sources. C'est très bien, mais je ne me sens pas du tout concerné par cela, bien que je ne pense pas, mais c'est totalement ancré en moi, et je n'ai rien besoin de prouver ou de masquer par rapport à cette question. Et je dois dire que tout un tas d'interrogations que j'entends, que je comprends, parce que j'ai la faculté de réfléchir et d'analyser et d'observer mes contemporains, mais d'une certaine manière étrangère. Oui, je comprends, mais je pense que c'est... Je pense que c'est peut-être lié aussi à l'histoire du judaïsme séfarade, disons maghrébin plutôt, qui n'a pas subi les mêmes violences, on va pas dans tous les pays, parce qu'en Algérie, les choses... D'un autre côté, chez les juifs séfarades, pour ma part, je viens de Tunisie, je suis né en Tunisie, mes parents sont nés en Tunisie, mes grands-parents étaient nés en Tunisie. Je n'ai pas eu de problème pendant les 15 premières années de ma vie quand j'ai vécu en Tunisie, mais d'une certaine manière, je dois dire aussi qu'en tant que juif, enfant et adolescent, sans que ça tourne à la persécution quotidienne, la communauté était stigmatisée. Je vivais dans le ghetto de Tunis à la Hara, qui était très populaire, qui a été rasé aujourd'hui. Nous étions déjà nommés, et nommés par l'autre. Donc à partir de là, si vous voulez, tout enfant, on est obligé de perdre une certaine naïveté, de prendre conscience de certaines choses, même si ce n'était pas une conscience très approfondie des enjeux. Mais en tant que juif, j'étais regardé par les Arabes en Tunisie, Arabes avec lesquels j'allais à l'école, qui étaient mes voisins, nous vivions dans le même quartier, nous partageons beaucoup de choses, mais nous étions nommés, séparés, stigmatisés. Oui, et donc comme juifs. Oui, et à partir, oui, bien sûr, comme juifs. Et à partir de là, si vous voulez, forcément, ça crée une différence et un décalage qui pose des problèmes quant à l'intégration, bien que j'étais tout à fait intégré. Mais ça pose une question qui nous renvoie à une forme de marginalité, c'est-à-dire que j'étais là, mais quelque part je n'étais pas là. Et c'est, je crois, à mes yeux, le destin juif par excellence, c'est-à-dire d'être partout où nous sommes et en même temps nous ne sommes pas là. Oui. Mais ça, oui, sans doute, oui. Mais pour ce qui est de cette absence de questionnement par rapport à
à la judaïté, au sentiment d'être juif, c'est peut-être aussi lié à la transmission d'une tradition, vous ne croyez pas ? Fondamentalement, c'est-à-dire que comment je pratique mon judaïsme et comment je l'ai vécu, je l'ai reçu comme héritage, comme tout un chacun, c'est-à-dire dans ma famille, où il y avait des pratiques religieuses qui n'étaient pas du tout rigoureuses, strictes et orthodoxes, mais qui étaient des préceptes et des traditions, principalement quant aux fêtes principales et au Shabbat, que ma mère avait hérité de ses parents et nous communiquait, mais on ne m'a jamais expliqué le pourquoi du comment d'une chose, c'est-à-dire que c'était un judaïsme qui n'était pas pensé, mais c'était, je dirais, une transmission atavique, pas précisément de règles, mais de coutumes, ce qui fait qu'aujourd'hui, après ce passé, quand je me retrouve dans ma famille à une fête juive quelconque au cours de l'année, c'est beaucoup plus pour moi un sentiment de fête que l'exercice d'une pratique religieuse. Oui. Bien que je puisse faire une prière ou chanter les prières de Pâques par exemple, mais c'est avant tout un jeu, des retrouvailles familiales et un soir de fête tout simplement. Oui. Et ça a plus de sens de cette manière-là sur le plan humain pour ma pratique personnelle. Hein. Je n'érige pas du tout mon modèle en généralité. C'est beaucoup plus dans cette pratique-là de fête que de liens religieux réels. Oui, je le comprends. J'ai été élevée de la même façon moi-même. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui est très difficile à transmettre. C'est difficile à transmettre, si vous voulez, parce que là, on pourrait déborder et avoir des conversations qui n'en finiraient pas, c'est-à-dire que ça nous renvoie à des siècles en arrière, puisque vous soulevez ce problème, c'est difficile à transmettre, c'est-à-dire que nous vivons tous dans des sociétés diverses et variées, où il y a plus ou moins de la place pour ce genre de pratique, où il y a plus ou moins de la tolérance, mais si vous remontez très simplement à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, qui avait une grande transformation pour le peuple juif avec son expulsion d'Espagne et l'apparition de ce qu'on a appelé les maranes, c'est-à-dire des gens qui continuaient à pratiquer en cachette. Et à partir du moment où on revendique en secret, c'est paradoxal, revendiquer en secret une identité ou un attachement à un peuple ou une religion, forcément, la pratique s'édulcore et il y a des rites d'autres religions et d'autres mœurs qui s'intègrent et l'on a une pratique qui est différente, bien qu'à l'origine, elle était tout à fait louable, c'est-à-dire perpétuer quelque chose. Et ce qui est intéressant, j'ai débordé là-dessus, puisque vous avez parlé des maranes, c'est que quand on étudie le profil du maran au moment de la Renaissance, de cet homme en quelque sorte sans attache de nulle part, et qui masque ses origines et sa pratique, j'ai le sentiment que l'être humain dans notre époque moderne du début du XXe siècle, des êtres humains tout à fait en dehors du peuple juif, j'ai le sentiment que tout le monde devient maran aujourd'hui. Et des gens qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire qui émigrent, qui voyagent, qui sont ici pour des raisons diverses, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans un pays pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, ils sont obligés d'émigrer pour trouver du travail, et ils sont toujours en transit, même s'ils sont installés depuis 20 ans dans un pays, avec un pied quelque part et un pied ailleurs. À la différence, c'est que moi j'ai un pied quelque part et j'ai pas de pied ailleurs. Alors, pour en revenir à la bibliothèque Alia, à votre catalogue, donc, de nombreux titres évoquent l'histoire du judaïsme et la question juive, comme on dit. Vous republiez dernièrement, vous venez de republier l'ouvrage de Bernard Lazare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui. Moi j'ai connu Bernard Lazare comme écrivain français et c'est sur le tard que j'avais découvert qu'il avait écrit sur le judaïsme et il avait beaucoup écrit, beaucoup d'articles. Et donc je suis remonté aux sources et je me suis mis à lire tous ces articles. Et j'ai connu Bernard Lazare parce qu'il avait joué un rôle très actif dans l'affaire Dreyfus.
Et ce qui m'a frappé dans l'itinéraire de Bernard Lazare, c'est le premier texte qu'il a écrit sur la question juive, qui est un texte, je dirais, à connotation antisémite. En ce sens où Bernard Lazare était un juif français dans le sud de la France, d'une famille originaire du sud de la France, où les juifs étaient totalement intégrés, d'où le dicton « heureux comme un juif en France », qui n'imaginait pas une seconde qu'il puisse arriver quoi que ce soit à un juif en France. Et il a vu arriver des gens en guenilles qui arrivaient d'Europe centrale dans une misère inouïe, et qui a eu ce raisonnement qui est assez répandu, mais si les juifs se montrent comme cela aux populations étrangères dans les pays où ils viennent, ils vont provoquer de l'antisémitisme. Et j'ai choisi, et j'assume toute la responsabilité, d'avoir ouvert le recueil de Bernard Lazare sur la question juive par ce texte-là, bien qu'après son point de vue a beaucoup évolué. Mais j'ai voulu montrer le cheminement qu'il y a eu chez lui. Et j'ai aussi publié un autre livre qui me tient à cœur, qui n'est pas du tout écrit par un juif, mais par un militaire français, historien, qui s'appelle Henri Rollin, qui a publié un livre qui s'appelle L'Apocalypse de notre temps, qui est le livre qui fait toute la lumière, de manière extrêmement documentée, sur ce faux qui a tant alimenté les discours antisémites, à savoir les protocoles des sages de Sion. Et Henri Rollin raconte de manière passionnante comment ce faux a été fabriqué par les services secrets russes à la fin du 19e et au début du 20e, comment plein de gens sont tombés dans le piège et comment ce livre est devenu un best-seller mondial. Je crois que les protocoles de sages de Sion est la deuxième meilleure vente au monde après la Bible. Donc beaucoup de gens l'ont eu entre les mains et l'ont lu, et actuellement on assiste à une recrudescence de ce texte antisémite, notamment par sa diffusion massive dans les pays arabes, alors que, disons, à la fin des années 80, il y avait comme un déclin de la diffusion des protocoles de sages de Sion. Et pour moi, il était important dans mon travail de démonter cette manipulation, d'offrir les documents à qui voulait les lire pour comprendre comment on fabrique un faux et à quoi ça sert. Alors évidemment, quand on prend un livre comme celui de Bernard Lazare ou le livre de Henri Rollin, je suis au cœur du problème juif, et j'ajoute que tout récemment j'ai publié un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, d'un historien américain qui s'appelle Yosef Haïm Yerushalmi, et le titre de l'ouvrage c'est « Serviteur des rois et non serviteur des serviteurs ». Et Yerushalmi travaille sur des documents d'archives à l'époque romaine et remonte dans le temps pour parler de l'alliance royale, c'est-à-dire des accords qu'il y avait entre les responsables de la communauté juive et les rois, pour des négociations souvent moyennant de l'argent, pour que des édits soient prononcés, pour que les juifs soient protégés des populations qui pouvaient les agresser. Donc c'est des questions, si vous voulez, quand on remonte dans l'histoire, aux moments fondamentaux où l'histoire du peuple juif était problématique, il est sûr que c'est une chose qui m'habite complètement et que je tente d'éclairer à travers des études comme celle-là. Alors donc pour nos auditeurs, s'ils consultent le catalogue Alia en ligne, ils pourront le faire, qu'ils ne recherchent pas uniquement le mot juif dans le catalogue, parce qu'ils ne trouveront pas, ils ne trouveront que, je crois, que deux titres, Bernard Lazare et puis L'expulsion des Juifs de Sicile, qui est un texte que j'ai publié d'un historien sicilien qui s'appelle Isidoro Ladugna. Mais donc voilà, j'engage les auditeurs à regarder, à fouiller, à avoir un esprit de curiosité. Ils seront surpris, heureux de voir toutes les ramifications de ce catalogue en ligne qui est très beau, avec de nombreux petits courts-métrages, aussi des articles de presse. Donc c'est un plaisir de naviguer dans ce catalogue où ils trouveront
de façon un peu biaisée et qui conduisent souterraine, voilà, qui conduisent au cœur des choses. C'est comme ça qu'on y arrive. De nombreux aspects de la question, des multiples questions de vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Gérard Bérébi. Au revoir.